Georges, tu étais à Ottawa cette semaine, c'est pas cette semaine, la semaine dernière, je devrais dire, dans le cadre de la Marche nationale pour la vie, un événement qui, année après année, continue de rassembler des milliers de Canadiens autour des enjeux de la vie, de la dignité humaine, et maintenant, de plus en plus, de l'euthanasie, de la culture de mort qu'on voit prendre place et grandissante dans notre Canada. Avant de débuter notre discussion, je te propose quelques images de cette Marche pour la vie, édition 2026 à Ottawa, qu'on regarde ensemble. Par la suite, on la commente. Thank you all for answering Christ's call to follow me. You have come to take a stand, to use your voices for those who have none, to follow the command of Jesus, to be a light in the darkness. I did not deserve the death penalty for the crime of the man who raped my mother. The Good Shepherd leaves the 99 to save the one. When a culture begins assigning value to human life based on ability, diagnosis, or productivity, the vulnerable people become disposable. Every prayer matters. Every child saved matters. History shows us that great social evils are not overcome overnight. They are overcome when ordinary people refuse to give up. We surpassed 100,000 euthanasia deaths since legalization. We won referendum and we rescued a lot of elderly and sick people from poisoning. Canada must prevail. It peddles the lies telling the mentally ill that their life is not worth living. It tells lies to the elderly that they're a burden. And it tells lies to young mothers that they lack the strength and are too weak to choose life. We're here to remind every politician and every judge in this great land that God made us for a purpose. We have to hear these testimonies to tell other women who are considering that that's not a good idea, that it kills the life inside you and it kills the life of your soul. People are watching. God is watching. Get out there and march! Vraiment une belle vidéo, Georges. Hein? C'est un événement grandiose à chaque année. Année après année, malgré l'opposition médiatique et politique, des milliers de personnes continuent de converger vers Ottawa pour cette marche annuelle pour la vie. Qu'est-ce que ça révèle, selon toi, sur le fossé qui grandit entre la population et les élites politiques canadiennes sur les enjeux de la vie? Bien, c'est qu'ils ne veulent pas écouter. Ils veulent simplement faire la sourde oreille. Chaque année, au Canada, c'est 100 000 avortements qui sont commis. Au Québec, c'est 20 000. L'euthanasie est de plus en plus suggérée, fréquente. Alors, au Québec, c'est 8 % des décès maintenant qui sont par euthanasie. Ça équivaut à un peu plus de 6 000 personnes par année. En 2025, c'était 6 200 quelques euthanasies. Et dans certaines régions du Québec, c'est jusqu'à 13 % des décès qui sont par euthanasie. À Montréal, c'est moins. C'est 4 % des décès. Et mon hypothèse... Quand même 4 % de trop. Ben, c'est quand même beaucoup. C'est 4 % des décès à Montréal. Mais mon hypothèse, c'est que dans les régions où il y a un peu plus de religiosité, par exemple, il y a des communautés culturelles à Montréal qui s'attachent plus à la vie, à la famille. Paradoxalement, c'est les pures laines qui s'en vont vers la déchéance et l'euthanasie. C'est triste à constater, mais c'est un peu ça la réalité. Quand on perd Dieu, on perd le sens de sa vie, la douleur n'a plus de sens, donc on s'achève comme un problème à régler. Cette année, il y a eu plusieurs témoignages lors de la Marche nationale pour la vie qui ont profondément marqué les gens, notamment celui de cette femme qu'on a entendue dans la vidéo, conçue à la suite d'un viol, qui avait déclaré « I did not deserve death penalty for the crime of the man who raped my mother ». Je ne méritais pas la sentence de mort pour l'homme qui avait violé ma mère. Pourquoi ce type de témoignage vient-il vraiment bouleverser certains des arguments les plus utilisés dans le débat sur l'avortement? Bien, souvent, on entend que certaines personnes sont plutôt contre l'avortement, mais dans le cas du viol, ils permettraient l'avortement. Mais voilà une femme qui dit que moi, je suis un fruit du viol.
Ouais. Vous voulez me tuer, vous voulez me dire que ma vie n'a pas valu à être vécue, que j'aurais dû mourir si ma mère l'aurait voulu. C'est ma vie dont il est question. Alors, elle se présente comme, voici, je suis le fruit d'un viol. Est-ce que je n'ai pas le droit à la vie? J'étais vivante lorsqu'on pensait m'avorter. Ouais. Puis là, je suis ici pour dire que moi, ma vie vaut d'être vécue. On n'a pas Justement, son témoignage vient déconstruire tout l'argument qu'on essaie de Oui, mettre c'est alentour ça. d'un viol. Ben, parce que c'est justement ce qu'elle a dit, c'est qu'on n'a pas à tuer l'enfant pour le crime du père. C'est le père qui est le criminel. C'est le père qui devrait être puni, pas son enfant, pas l'enfant qui est conçu, qui est complètement innocent de tout crime. Ça n'a pas de sens. On sentait cette année que la marche pour la vie dépassait largement le seul débat sur l'avortement. Plusieurs intervenants parlaient maintenant d'euthanasie, de souffrance mentale, de banalisation de mort et même d'une société qui commence à attribuer une valeur conditionnelle à la vie humaine. Est-ce qu'on est en train d'assister à un véritable changement de civilisation, Georges? Oui, ça a commencé, au moins ça s'est prolongé avec l'avortement. Ça fait déjà des décennies. En 1969 au Canada, l'avortement a été permis sous certaines conditions. Ouais. On allait banaliser ça très rigoureusement. Toutes ces belles balises sont tombées. Mais à mesure qu'on ne respecte pas la vie au début, mais là, on finit par ne pas la respecter à la fin. Puis ensuite, tous nos droits sont grugés et maintenant, on commence à dire l'euthanasie pour les personnes souffrant de maladies mentales. Alors là, c'est à tout âge. En Hollande, dernièrement, il y a eu un adolescent qui a été euthanasié pour autisme. Il y a des gens qui sont visés pour cause d'anorexie. Alors, on s'en vient, comme pour l'avortement, à l'euthanasie sur demande. Puis là, encore, il y a certaines femmes qui s'avortent, mais qui sont forcées par leur entourage, du chantage du copain ou du chum qui disent qu'ils vont partir si l'enfant n'est pas avorté et tout cela. Alors, il y a coercition au niveau de l'avortement, mais il y a coercition au niveau de l'euthanasie. Donc, quand on dit la personne est libre de choisir et tout cela, est-ce vrai? La personne se sent de trop, elle se sent un fardeau pour son entourage, la personne est pauvre, n'a pas de logement. Et donc, de plus en plus, on choisit l'euthanasie pour des raisons sociales. Il y a même des anciens vétérans, des forces armées, qui ont demandé un genre de pension pour un handicap ou un accès pour leur fauteuil roulant. Et ça a été refusé et on a proposé l'euthanasie comme alternative. Alors, on voit clairement que la vie humaine ne vaut pas grand-chose aux yeux de ces fonctionnaires. Non, puis il y a un abus de pouvoir face à ces gens-là, les médecins, par rapport à une personne qui est peut-être vulnérable par rapport à ses conditions. Puis on sait sur quel piton peser pour pouvoir faire en sorte... Non, tu as absolument raison. Mais j'aime aussi ce que le Slovaque, là, il vient de Slovénie, celui qui présentait. Donc, eux ont réussi leur référendum contre l'euthanasie. Wow. Chapeau. Et 53 on disait dans les sondages que c'était 70 pour l'euthanasie, 30 contre. Ça finit par être 53 contre. Ouais. Puis une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a dit c'est un empoisonnement. Puis on veut protéger les gens de l'empoisonnement. C'est ça, l'euthanasie. Ouais. Et on est en train d'empoisonner pas mal de monde. Georges, tu es l'instigateur aussi de la remise en branle de la Marche pour la vie à Québec. Il n'y en a pas eu une cette année, il y en a eu une l'année précédente, puis l'autre année subséquente, il y avait eu des marches pour la vie. Oui. Comment expliquer la différence entre une manifestation pro-vie faite dans le calme à Ottawa, parce que les ressortissants ou les contre-manifestants sont très, très, très réduits, discrets par rapport au nombre de personnes qui se rencontrent au pied de la colline parlementaire, versus ceux qu'on voit se mobiliser à Québec, faire du grabuge contre les manifestations que tu organises. Puis juste avant, je vais juste remontrer une petite vidéo de ce qui s'était passé l'année passée. Puis pour ça, je vais t'entendre là-dessus. OK.
Alors, Georges, comment on interprète, c'est comme deux mondes, tu sais? Est-ce que c'est l'héritage de la Révolution tranquille? C'est le rejet historique du christianisme institutionnel? C'est la pression médiatique et culturelle qui est plus forte au Québec? Ou encore, c'est une société québécoise qui associe désormais toute position pro-vie à un recul ou à une menace pour les libertés individuelles? Je dirais qu'au Québec, l'étatisme est plus fort et il y a certaines institutions, les syndicats, les universités, qui se concertent pour financer ce type de contre-manifestation-là. Sans leur financement et le financement également des groupuscules communautaires dans la ville de Québec, on accorde du financement pour toutes sortes de choses, mais ces groupes de femmes, ces groupes des syndicats, les universités, donc les départements de sociologie et autres, tout ça, ça se met ensemble, ça se concerte pour bloquer tout ce qui nuirait à leur intérêt. Et au Canada anglais, ça existe également, mais je dirais que l'ingrédient secret, c'est que à Ottawa, la police est moins complaisante. J'ai trouvé qu'à Québec, il me semblait qu'elle ne faisait pas grand-chose pour empêcher ce qui est en effet un acte criminel. Le Code criminel, article 176, cite que de perturber un culte religieux, c'est une chose dans cet article-là, mais il y a aussi les rassemblements à caractère moral. Mais la Marche pour la vie est un rassemblement à caractère moral. On dénonce la mise à mort des êtres humains avant la naissance. On dit que c'est immoral de tuer des bébés avant la naissance. Et donc, on est là pour s'exprimer. Et lorsque quelqu'un vient déranger, troubler la paix, empêche toute manifestation de ce type, bien, ça contrevient au code criminel. Mais la police, ça ne semblait pas la déranger. Est-ce qu'ils connaissent le code criminel? Peut-être pas. Il faudrait peut-être leur mettre, leur relire les disons droits du que Québec. J'ai trouvé ça curieux. Puis j'ai été témoin de certaines réactions de certains policiers qui étaient sur les lieux, puis ils semblaient satisfaits de ce résultat-là. Oui, clairement. Avant d'aller dans Génération V, juste te poser une question. Il y a un des chiffres qui est frappant, puis qui évoque cette année, qui est évoqué cette année, c'est celui où plus de 100 000 décès liés à l'euthanasie depuis la légalisation de celle-ci au Canada. Tu soulèves un parallèle troublant. D'un côté, on restreint progressivement la place de la prière et de la foi et du religieux dans l'espace public. Et de l'autre, on élargit de plus en plus l'accès à l'euthanasie. Selon toi, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une société qui tente d'éliminer la souffrance en éliminant progressivement le souffrant? En éliminant rapidement le souffrant, c'est en le tuant, en l'empoisonnant. Alors, oui, la souffrance sans la vie éternelle, sans la vie après la mort, n'a aucun sens. Si la vie arrête à la mort, puis c'est tout, bien là, la souffrance qui la précède est un non-sens et même une logique stricte dicterait qu'il vaut ne pas être né, presque. Pourquoi naître si notre vie n'est que souffrance, ou qu'il y a de la souffrance? Ça n'a pas de sens. Clairement. Il faut soit la noyer ou bien s'éliminer par la mort. Et c'est ça qui arrive de plus en plus. Avant, on avait des valeurs solides et on endurait la souffrance, que ce soit dans des épreuves, la famine, la faim, toutes sortes de difficultés. Il fallait passer à travers. Et même jusqu'à la mort, il y avait un sens. On participait à la croix. On offrait notre souffrance. On offrait aussi un exemple aux autres. Puis aussi, les autres pouvaient ensuite aider. Alors, se sacrifier aussi pour aider la personne. Moi, je n'ai pas de problème à réduire la souffrance médicalement. Alors, il y a toutes sortes de médicaments qu'on peut donner pour réduire la souffrance. Des soins de confort. On soigne la souffrance. On élimine la souffrance et non le souffrant. C'est ça. Au-delà de la marche pour la vie, on sent également qu'il y a une nouvelle génération qui commence tranquillement à se lever au Québec autour des enjeux de la foi, la famille, la dignité humaine puis la défense de la vie.
En avril dernier, Campagne Québec Vie organisait la toute première édition de l'événement Génération Vie, un événement qui vise à mobiliser, former, inspirer des gens engagés. Je te propose un court extrait vidéo, puis par la suite, on en reparle rapidement ensemble. OK. Le vrai courage qui permet de passer à travers les difficultés coûte que coûte pour défendre sa patrie, pour défendre la vie, c'est un don qui vient de Dieu. Les gens n'arrivent plus à faire de la politique en ayant une pensée spirituelle. Et lorsqu'on vient intégrer à ça les différences culturelles dues à l'immigration, bien là, ça complique encore plus les choses. Il n'y a plus de fondement spirituel au droit. On a des projets de loi à Ottawa actuellement, C9, C2, C22, qui vont nous empêcher d'avoir un discours public par rapport à ça. On a laissé la place à ce culte de la mort de s'installer. La laïcité a servi de couvert à cela, évidemment. Les gens, et au Québec particulièrement, c'est pas qu'ils n'ont pas de valeurs, c'est que les valeurs ont été diluées à travers toutes sortes de courants et de mouvements. On a divisé mentalement les gens pour mieux régner sur eux. Ils sont manipulables à souhait. Les droits que nous n'exerçons pas deviennent les libertés que nous perdons. On a politisé des valeurs chrétiennes. Au nom d'un mensonge, on s'est tué pour défendre ces valeurs chrétiennes-là. Si la Bible nous interpelle à être justement la lumière, vérité morale et spirituelle, nous avons un devoir. Et quand on regarde le mot moral, la morale, c'est la science du bien et du mal. En d'autres termes, partout ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, vous êtes la lumière du monde, Jésus est en train de dire, vous êtes la vérité morale et spirituelle du monde. Je pense que pour beaucoup, on est à cet endroit, on voit qu'on est en train d'arriver dans un fond au niveau du monde occidental. Si les actrices pornographiques deviennent enceintes, il n'y a pas d'industrie de la pornographie. Cette industrie n'a pu se développer réellement qu'avec l'arrivée du contrôle des naissances. Lorsque Radio-Canada et TVA vous disent quelque chose, c'est la vérité, vous pouvez faire confiance. Ça, c'est dans le manuel de 4e année. En ce moment, c'était enseigné à ma fille. Quand on a un cours sur le consentement, il s'assure que tous les élèves soient là pour leur dire ce qui est important dans vos relations sexuelles, c'est que vous consentiez. Puis la notion de consentement, elle fait effectivement très plaisir aux pédophiles. Parce qu'en cours, ils vont pouvoir dire « la personne consentait, oui, elle a eu mal, mais elle consentait ». J'essaie de les convaincre, des fois avec du succès, des autres fois sans succès, de continuer à se battre pour la vie. Quand on commence à intégrer tranquillement la notion de la vie avec l'enfant comme ça fait en sorte que l'enfant respecte tout ce qui est vivant. Et c'est beaucoup plus facile pour lui après d'intégrer le concept de on ne va pas faire un avortement, par exemple. Éduquez vos enfants avant qu'elles se fassent éduquer. Si vous deviez nommer l'ennemi principal de la famille aujourd'hui, ce serait qui? Ce serait quoi? En ce moment, je dirais c'est le gouvernement. Parlez aux gens de votre entourage, puis tentez de communiquer ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et merci d'être ici pour nous aider et continuer à nous appuyer dans ça. Georges, après cette première édition de Génération Vie, qu'est-ce qui t'a le plus frappé ou encouragé chez ces gens qui étaient présents lors de cet événement-là? Il y avait des présentations de qualité. Ouais. Donc, Nathanaël, qui va être ici ce soir, a fait une excellente présentation sur le contrôle des naissances, les conséquences de cela sur la société. Entre autres, la démographie, vous allez en parler. Oui. Puis il y a eu des bonnes interventions de tous les autres, très intéressantes. Jean-Léon Lafitte a été très passionné dans sa défense des enfants et dans son combat contre l'idéologie du genre dans les écoles. Donc, ce que nous voulions faire, c'est vraiment rassembler tous les intervenants de tous les milieux qui se battent pour le bien et contre le mal, pour qu'ensemble, on puisse commencer à former un véhicule qui pourrait, un jour, accoucher d'un parti ou de quelque chose qui pourrait prendre le pouvoir. En tout cas, c'est-à-dire une option politique qui pourrait naître de cela. En tout cas, c'est très bien parti. Pourquoi c'était important pour Campagne Québec Vie de lancer un événement comme Génération Vie maintenant? C'est l'année électorale. Donc, on voulait insérer dans toutes les discussions certaines thématiques. Et je pense que ça a été fait au niveau de la démographie et donc du taux de naissance. Au Québec, on est à 1,3 naissances par femme. Et il faudrait 2,1 pour un renouvellement des générations. Et donc, la population
diminue. Il y a plus de morts que de naissances au Québec, et donc il y a des euthanasies en plus. Alors, le portrait n'est pas beau, ce n'est pas viable. Si nous voulons que le Québec perdure, continue dans le temps, comme il est, mais encore mieux, mais il faut avoir des enfants. Et donc, les policiers en sont conscients. Et je pense que ça devrait aider avec des politiques pro-famille, du moins. Est-ce qu'il y aura une deuxième édition de Génération Vie? Oui, il y aura une deuxième édition. Ça sera peut-être, je dirais, un genre de conférence qui circule partout au Québec, dans différentes régions. Donc, par exemple, Lévis, Sherbrooke, peut-être même dans l'Est, et aussi à Montréal ou à Laval. Oui. Marche pour la vie, est-ce que ça va revenir l'année prochaine ou sous... Oui, mais c'est ça. Il faut s'organiser parce qu'un événement public va attirer les syndicats et tout le tralala qui se déploie pour conserver le statu quo à tout prix. Le statu quo étatique quasi marxiste qui existe au Québec, qui étouffe la liberté d'expression et qui écrase toute dissension. C'est pas mal du marxisme. Cette machine-là va se déployer parce qu'elle a peur du changement. Et donc, il faut s'organiser. Là, je viens de voir que cet article du Code criminel s'applique à tout dérangement d'un rassemblement tel que la marche. Alors, il va falloir s'organiser pour informer ces groupuscules qui nous opposent que vous contrevenez au Code criminel et cette fois-ci, nous allons vous poursuivre. Et il faut faire plus de démarches de préparation, de sécurité, de discussion avec la police locale, la police de l'Assemblée nationale. Clairement. Tout ça doit être fait. Ça prend plus de temps. C'est plus compliqué. Déjà, à Ottawa, c'est très compliqué et coûteux. Je peux vous dire que la marche à Ottawa, c'est plus que 200 000 pour organiser. Et ça inclut pas les salaires. Donc, c'est du travail. C'est du travail. Donc, nous, on veut faire quelque chose à l'échelle du Québec, mais c'est quand même beaucoup de travail, surtout étant donné l'opposition. Clairement. Merci, Georges, d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Une excellente chronique.